Salut la team, comment ça va aujourd'hui? Moi je suis bien content parce que enfin vous avez choisi le sujet que j'ai envie de traiter depuis des semaines. Non, en vrai je plaisante, Yuki Kawamura c'est un sujet comme un autre, mais ses deuxièmes places dans les sondages sont tellement devenus un running gag avec le temps que ça me faisait beaucoup marrer. Et là, alors que je commençais à me dire qu'il fallait arrêter avec ça et en me disant que c'était la dernière fois que je le proposais, tada, Yuki est enfin arrivé en tête. C'est cool en vrai. Bon après je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui s'en foutent de Yuki, c'est comme ça, je me doute que ce n'est pas non plus la vidéo qui fera le plus de vues, mais tant pis, c'est un vrai kiff. Et perso, moi j'aime bien que ce soit un sujet original qui change de ce que la plupart des médias basket abordent régulièrement. Donc si la prochaine fois vous voulez un sujet plus mainstream ou un sujet qui vous convient davantage, vous savez où ça se passe, sur le canal Instagram. Tous les dimanches là-bas, je vous propose 6 sujets, et c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui choisissez. Là-bas on est de plus en plus nombreux, c'est cool, donc venez participer, go me suivre sur Insta si ce n'est pas encore fait. Et de mon côté, avant de commencer, je dois le dire, j'avoue que je vais devoir parler de Yuki avec une certaine pression. Ça fait tellement de temps que je vous le vends ce sujet que j'ai intérêt à faire une vidéo qui déchire. Alors on verra si j'atteins ces objectifs, mais ce que je retiens c'est que j'ai pris énormément de plaisir à la faire, donc j'espère que ça vous le verrez par vous-même. Mais bref, nous on y va. Alors Yuki Kawamura, le meneur japonais d'1m73 actuellement chez les Grizzlies, a-t-il une chance de se construire une carrière en NBA? Eh bien ne bougez pas, c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans le basket, dès qu'on se met à jouer un petit peu sérieusement, il y a une vérité qui saute aux yeux. La taille est essentielle, et à haut niveau, notamment en NBA, c'est encore plus flagrant. Aujourd'hui, la taille moyenne des joueurs dans la grande ligue se situe autour des 2 mètres, et certains, comme Wemby, culminent à 2,24 m, tout en possédant une mobilité de joueur extérieur. Ouais, dans la grande ligue, définitivement, on a affaire à des géants, à des ovnis. Alors quand tu fais 1m73 comme Kawamura, et que tu veux devenir basketteur pro, a priori, tous les astres sont contre toi. Maintenant, si l'on observe le passé, oui, les joueurs de petite taille sont des exceptions, mais il y en a quand même eu. Muggsy Bogues, 1m60, a tenu 14 ans dans la ligue grâce à une défense acharnée et une intelligence de jeu hors norme. Earl Boykins, avec ses 1m65, a été un 6e homme redoutable, profitant d'une vitesse phénoménale et d'un jeu explosif au début des années 2000. Spud Webb, de son côté, à 1m70, a marqué les esprits avec sa détente prodigieuse, qui lui a permis de remporter un concours de dunk face à des joueurs bien plus grands. Plus récemment, dans le même style, Nate Robinson, 1m75 et lui aussi doté de qualités athlétiques extraordinaires, a réussi une carrière respectable en tant que dynamiteur offensif, et a aussi 3 trophées au Slam Dunk Contest à son actif. Puis que dire de JJ Barea, 1m78, devenu l'un des héros des Mavericks de 2011, en raison du rôle qu'il a eu lors du titre, et de la place qu'il s'est faite grâce à son culot et à son sens du jeu. Ouais, des joueurs de moins d'1m80 qui ont fait carrière et qui se sont fait un nom dans la grande ligue, finalement il y en a quelques-uns. Mais ces exemples, aussi impressionnants soient-ils, appartiennent tous à une autre époque, et aujourd'hui la NBA a changé. Désormais, les qualités athlétiques, la longueur et la polyvalence sont devenus de vrais piliers du jeu, des piliers essentiels. Un joueur idéal doit pouvoir switcher sur tous les postes en défense, ce qui signifie qu'un meneur doit pouvoir contenir des ailiers, voire même des pivots, des intérieurs sur certaines rotations. Avec un gabarit comme celui de Kawamura, cette exigence semble représenter un casse-tête totalement insoluble. Récemment, on a eu un exemple frappant de ce phénomène avec Isaiah Thomas, que beaucoup ont regretté. Mesuré à 1m75, Haïti était une machine à scorer. À Boston, il enchaînait les cartons, culminant même à 29 points de moyenne par match lors de la saison 2016-2017, mais malgré ce talent offensif exceptionnel, sa carrière a décliné brutalement. Pourquoi? Parce qu'en défense, il était un poids pour sa team. Sa taille et son envergure limitée faisaient de lui une cible beaucoup trop facile pour ses adversaires. Les dirigeants NBA ont rapidement conclu que ses prouesses en attaque ne compensaient absolument pas ses lacunes en défense. Résultat, à 35 ans, Isaiah Thomas est sans contrat à l'heure actuelle. Sa carrière touche à son crépuscule, et bientôt il devra quitter la NBA par la petite porte. Pas le choix. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que son cas a un petit peu fait office de jurisprudence dans la grande ligue. En tout cas, il a marqué un tournant. Si un joueur du calibre d'Isaiah Thomas, capable de dominer de la tête et des épaules offensivement, n'a pas réussi à s'imposer dans la NBA aujourd'hui, que peuvent espérer les autres joueurs de petite taille? Les portes de la grande ligue semblent quasiment hermétiquement fermées pour eux. Et pourtant, dernièrement, Yuki Kawamura, avec son 1m73, a pu décrocher un two-way contract avec les Grizzlies. Tout ça, c'est déjà énorme, mais la vraie question est là. Le japonais peut-il vraiment rester durablement en NBA? Peut-il prouver que sa taille n'est pas une barrière insurmontable, ou restera-t-il une
une curiosité, une mascotte attachante que les fans adorent mais que les équipes NBA ne peuvent pas pleinement intégrer. C'est justement tout l'enjeu de cette vidéo que d'explorer ce sujet. Déjà, Yuki Kawamura, il faut s'en rendre compte, c'est une histoire qui pourrait tout droit sortir d'un shonen. Le garçon avait beau être issu d'un pays où le basket était loin d'être le sport roi, ça ne l'a jamais empêché de rêver. Il avait beau afficher une taille bien en dessous des standards pour la balle orange, peu importe. Son rêve, il l'a construit en tant qu'adolescent en regardant son idole Yuki Togashi sur les parquets japonais. Togashi, si vous ne le connaissez pas, c'est un tout petit meneur d'1m68, et surtout, c'est une légende au pays du soleil levant. Multiple MVP de la B-League, élu 6 fois dans le meilleur 5 du championnat et capitaine de l'équipe nationale, il a prouvé que la taille n'était pas une limite, mais une caractéristique à transcender. Pour Kawamura, Togashi n'était pas seulement une inspiration, mais aussi une preuve vivante que lui aussi pouvait rêver en grand. Il étudiait son jeu, son flair, et surtout sa capacité à dominer ses adversaires malgré sa taille. Kawamura voyait en lui une philosophie. Peu importe les défis, ce qui compte, c'est de s'y confronter avec tout son cœur. On l'entend là, l'esprit shonen que j'essaye de donner à cette vidéo, en vrai, je n'ai même pas à me forcer tant le sujet s'y prête. Alors pour revenir à Kawamura, depuis tout gamin, il bosse son basket, et dès ses années lycée, il devient un jeune phénomène au Japon. En high school, il ne se contente pas de jouer, il domine. Avec son équipe, il remporte 2 titres nationaux, et affirme son statut de leader, pendant qu'en parallèle, il s'impose comme une figure incontournable des sélections jeunes. À 18 ans, un pas de géant l'attend. Il rejoint l'équipe professionnelle des Sanen Neo Phoenix, en B-League, devenant ainsi le plus jeune joueur all-time à rejoindre l'élite du basketball japonais. Mais malgré ses débuts tonitruants, où on a l'impression que tout est simple pour lui, ce n'est pas vraiment le cas. Alors qu'il commence à écrire l'histoire avec son premier panier chez les pros, il jongle encore avec ses études à l'université de Tokai. Grâce à une exception spéciale, il peut conserver son statut d'étudiant et d'amateur, mais cela signifie aussi qu'il ne peut pas s'investir pleinement avec son équipe de Sanen. Car oui, en plus de répondre aux exigences du monde professionnel en B-League, il continue de suivre ses cours, tout en portant également le maillot de l'équipe de sa fac. Une double vie épuisante pour un gamin de seulement 18 ans, mais aussi nécessaire pour poser toutes les bases de son avenir. Et surtout, là-dedans, ce qu'il faut retenir, c'est que son omniprésence et son hyperactivité ne l'empêchent pas de briller. Après une première saison prometteuse en B-League à 13 points par match, Kawamura change de team et rejoint les Yokohama B-Corsairs, une équipe bien plus réputée. C'est là-bas qu'il va véritablement éclore et s'imposer dans le championnat japonais. À Yokohama, il gagne en responsabilité et sa progression est flagrante. C'est ainsi qu'il finit par signer un contrat professionnel à temps plein, renonçant alors à ses études pour se consacrer totalement au basket. Le choix a été difficile comme il l'a expliqué, mais je pense qu'il a eu raison et qu'il ne le regrette pas, tant cette décision a été un tournant pour sa carrière basket. Parce que ouais, parallèlement, et tout à fait logiquement, Yuki Kawamura fait aussi ses débuts dans la sélection senior japonaise. Tom Ovas le sélectionne avec l'Akatsuki pour l'Asia Cup en 2022, et le tacticien jouera un grand rôle dans son développement. En effet, lors du tournoi, le coach lui répète sans relâche qu'il doit devenir plus qu'un passeur, il doit aussi se faire confiance, et devenir un meilleur scoreur. Ce discours a alors sonné comme un déclic aux oreilles de Kawamura, qui jusque-là hésitait encore à prendre trop de responsabilités au scoring. Ouais, après cette expérience, Yuki se montre inarrêtable sous le maillot des B-Corsairs. De 10 points par match lors de la saison 2021-2022, il passe à 19 unités, il délivre 8 passes par rencontre, devient le leader de son équipe et domine la B-League, à tel point qu'en 2023, il en deviendra le MVP à seulement 22 ans. Il voulait suivre les traces de son idole Yuki Togashi, et son trophée de MVP a montré directement qu'il en avait la carrure. Ce nouveau statut, il le confirme lors de la Coupe du Monde 2023, durant laquelle il aura un rôle crucial pour l'Akatsuki. En effet, à Okinawa, Kawamura éclate au grand jour, avec des perfs hyper marquantes, notamment face à la Finlande de Lauri Markkanen. Lors de cette rencontre, il a permis au Japon de remonter un déficit de -18, en plantant 15 points dans le dernier quart, du très lourd, mais aussi un véritable moment historique pour les hommes de Tom Ovas. Ouais, jusque-là, jamais le Japon n'avait battu une équipe européenne lors d'un grand tournoi international. Avec Yuki Kawamura, c'est désormais chose faite. Si Togashi avait été un modèle jusque-là, aujourd'hui, il est devenu l'un de ses coéquipiers au sein de la sélection japonaise, et malgré toute l'influence que Togashi a eue, Kawamura semblait prêt à écrire sa propre histoire. L'histoire d'un garçon qui, malgré les obstacles, prouvait qu'avec du talent et de la détermination, rien n'était impossible. Esprit shonen, on a dit, l'élève a dépassé le maître, et encore vous n'avez rien vu. Parce que ouais, l'été suivant, lors des JO de Paris en 2024, Yuki Kawamura a totalement fait exploser la planète basket. Avant ce tournoi, soyons honnêtes, qui aurait imaginé qu'un meneur japonais d'1m73 pourrait attirer l'attention de la NBA? Personne. Trop petit, pas assez athlétique, il semblait à 1000 lieues des standards d'une ligue où la taille et la puissance priment souvent sur tout le reste. Jusque-là, aucun scout ne s'était jamais intéressé à lui, et on peut le comprendre, tant physiquement, Yuki ne semblait pas pouvoir rentrer dans le moule de la grande ligue. Pourtant, une nouvelle fois à Paris, le meneur a balayé tous ses préjugés d'un simple revers de la main. Son chef-d'œuvre, ce match mémorable en poule face à la France qui finira vice-championne olympique. Le Japon, outsider absolu, a réussi à tenir tête à une armada tricolore
sort alors en plein doute, mais avec une raquette immense, occupée par Victor Wembanyama et Rudy Gobert. Mais il en fallait plus pour arrêter Kawamura. Dans une rencontre où chaque action comptait, rappelez-vous, il a livré une performance dantesque. Résultat, 29 points, 7 rebonds, 6 passes et une insolence dans le jeu qui a fait trembler les Bleus jusqu'au bout. Grâce à sa performance, il devenait seulement le 3e joueur de l'histoire des Jeux Olympiques à réaliser un match à plus de 25 points, 5 rebonds et 5 passes. Les deux autres noms, Kevin Durant et Liu Holdeng. Excusez du peu, il n'aura suffi que d'une seule Olympiade à Yuki Kawamura pour pouvoir inscrire le sien au milieu de ces deux All-Star NBA. Et même si Kawamura a dû repartir avec la défaite, ce jour-là, ce match, grâce à lui, aurait bien pu tourner en faveur du Japon. Avec 16 secondes à jouer, les hommes de Tom Ovas menaient de 4 points, 84 à 80, mais une action a tout changé. Dans les derniers instants, Yuki est sanctionné pour une faute légère, mais réelle sur Matthew Strazel, qui convertit alors une action à 4 points clutchissime qui a permis aux Bleus de décrocher la prolongue. Dans l'overtime, l'Akatsuki, moins expérimenté, a fini par s'incliner, 94 à 90. La défaite était cruelle pour les Japonais, mais la démonstration de Kawamura dans cette rencontre était totalement éclatante. On ne va pas se mentir, on oubliait son 1m73, et le meneur était clairement en train de se faire un nom sur la scène internationale. Surtout qu'il faut l'ajouter aussi, c'est important, ce match face à la France n'était pas seulement un coup d'éclat isolé. Sur l'ensemble du tournoi, Kawamura a affiché des statistiques impressionnantes, plus de 20 points par match, quasiment 8 passes décisives et une adresse redoutable à 41% derrière l'arc. D'autant plus que ces chiffres, bien qu'excellents, ne racontent qu'une partie de l'histoire. Sa vision de jeu, sa vitesse d'exécution et son sang-froid dans les moments chauds ont clairement attiré l'attention des observateurs du monde entier. En 3 petits matchs de poule seulement, Kawamura est passé du statut de joueur quasiment méconnu à l'international à celui d'étoile montante dans le basket FIBA. L'ascension était donc fulgurante, mais méritée, pour ce joueur qui, malgré toutes les prédictions qu'il avait contre lui, n'a jamais rien lâché. Et puis, vous pouvez l'imaginer, après un tournoi olympique, la NBA n'est pas restée longtemps indifférente. Peu de temps après les Jeux, les Grizzlies, séduits par son leadership et son énergie, lui offrent un contrat Exhibit 10. En gros, une invitation pour le training camp, afin d'évaluer son potentiel de plus près. Et là encore, Kawamura répond présent. En pré-saison, il fait étalage de ses qualités. Jeu rapide, vision de jeu affûtée, et encore une fois, une envie qui ne connaît aucune limite. Résultat, Memphis décide de lui faire signer un two-way contract avant la reprise. Une porte d'entrée vers le paradis. Un deal qui lui permettra de partager son temps de jeu entre la NBA et la G-League. C'est ainsi que Yuki Kawamura devient le premier joueur de toute l'histoire du basket japonais à passer directement de la B-League à la NBA. Qui aurait pu prévoir ça ne serait-ce qu'il y a 2 ans? Même lui, je pense, n'y aurait pas cru. Cette signature dans la Grande Ligue pour Yuki représentait alors un exploit totalement improbable. Cependant, ce n'était que le début d'une nouvelle aventure, et dans une équipe des Grizzlies dense en talent, pas facile de s'imposer. Dès les premiers matchs de la saison, le japonais a pu se rendre compte de la différence entre le rêve de la NBA, mais aussi de la réalité du terrain, dans un roster très compétitif. Avec Ja Morant de retour dans la rotation, Marcus Smart en patron défensif, Scottie Pippen Jr. qui peu à peu montre qu'il a sa place et Desmond Bane qui lui aussi est capable de créer, Kawamura est un petit peu coincé au fond du banc pour le moment. Sur le premier mois, il n'a pu disputer que 8 rencontres, avec un temps de jeu moyen de 3 minutes par match. C'est très peu. Pour le moment, il n'a que les miettes et il doit se contenter du garbage time. Mais vous connaissez le phénomène, il en faut beaucoup plus pour le décourager. C'est ainsi que le 6 novembre, contre les Lakers, Kawamura a été récompensé, inscrivant à l'occasion ses premiers points en NBA. Alors que le match était plié, il est entré sur le terrain à moins de 2 minutes de la fin. Une faute de Bronny James lui a permis de se retrouver sur la ligne des lancers francs. Résultat, 2 points inscrits sous les acclamations totales des fans de Memphis. Après le buzzer final, ses coéquipiers ont fêté ça à leur manière, en lui offrant le ballon du match signé par toute l'équipe. Tout le FedEx Forum a vécu ça comme une vraie fête, et le moment, sans aucun doute, restera inoubliable dans la mémoire du meneur japonais. Cependant, malgré le symbole que ces 2 premiers points ont représenté, il faut rester réaliste. Même si ce n'est pas très valorisant comme terme, pour le moment, Kawamura est davantage une mascotte pour les fans qu'un joueur qui fait vraiment sa place en NBA. Et soyons honnêtes, si l'on regarde les chiffres, difficile d'imaginer le meneur s'installer durablement à Memphis. Si son rôle reste limité pour l'instant, son énergie et son éthique de travail continuent de séduire le staff des Grizzlies, et ce qui est certain, c'est qu'il reste prêt à saisir la moindre opportunité. Alors avec encore une grosse quarantaine de matchs à jouer sur son contrat two-way, qui sait? Les choses peuvent basculer très vite en NBA, surtout lorsqu'on possède une telle capacité à déjouer toutes les attentes. Parce que ouais, malgré son statut actuel, Kawamura ne veut pas se contenter d'être un joueur sympathique, une curiosité, une mascotte comme on l'a dit. Son discours est clair, il veut prouver qu'il peut appartenir à cette ligue malgré les obstacles qui l'attendent. Et pour ça, même si ses débuts sont difficiles, il pourra compter sur de vraies qualités, qu'on a un petit peu tendance à oublier je trouve en ce moment. En effet, quand on parle de Yuki Kawamura, impossible de ne pas évoquer son talent unique en tant que playmaker. Du haut de son 1m73, évidemment il ne peut pas compter son physique pour dominer. Ceci
dit, balle en main, c'est sa principale force, il est capable de se transformer en véritable magicien. Et ouais, je le pense, il est un joueur qui peut déséquilibrer tout un tas de défenses, même en NBA. La première chose qui frappe dans ce secteur de jeu, c'est sa vitesse. Kawamura est une vraie dynamo. Son premier pas est foudroyant, et ses changements de rythme rendent ses intentions totalement imprévisibles. Ajoutez à ça un dribble ultra affûté, une maîtrise parfaite des hésitations et des crossovers, ainsi qu'un centre de gravité hyper bas, et vous obtenez un joueur quasiment impossible à attraper. Il est cette espèce de moustique qui vous nargue et que vous n'arrivez jamais à choper. Mais ne parler que de sa vitesse parmi ses qualités de playmaker serait vraiment lui manquer de respect. Effectivement, c'est avant tout par son QI basket et sa vision de jeu que Kawamura est un playmaker d'exception. En plus de faire des passes hyper précises, elles sont toujours bien senties. Il affiche un vrai niveau de maîtrise dans le domaine, une capacité à lire le jeu et à anticiper les mouvements des défenses bien au-delà de ce que l'on attend habituellement d'un rookie. Avec lui, le ballon circule de manière fluide, les espaces se créent, et face à lui, nombreuses sont les défenses qui peuvent se retrouver totalement perdues. En pré-saison, au poste 1, Kawamura a impressionné avec une moyenne hallucinante de 10 passes décisives par 36 minutes. Mais encore une fois, le juger seulement par ses chiffres n'aurait aucun sens. Car oui, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est la qualité de ses passes. Des angles improbables, des décisions prises en une fraction de seconde et une manière de jouer qui me semble totalement instinctive. C'est hyper fort. Avec lui, l'expression avoir des yeux derrière la tête prend tout son sens. À côté de ça, sa façon de gérer le pick and roll est particulièrement mature aussi, je trouve, pour son âge. Il sait exactement quand accélérer, quand ralentir et comment attirer les défenseurs pour libérer ses partenaires. Et ce flair ne se limite pas à la passe, même dans des situations où il pourrait marquer facilement, il n'hésite pas à privilégier le collectif, n'hésitant jamais à offrir un lay-up facile à un coéquipier plutôt que de jouer pour lui-même. Franchement, ça doit être ultra kiffant de partager le terrain avec lui quand t'es joueur. Le problème, c'est qu'en ce moment, à Memphis, il n'y a pas forcément besoin d'un autre distributeur. Et ouais, quand on regarde le roster, de nombreux joueurs à tous les postes sont déjà très bons dans le domaine de la circulation du ballon. Voilà pourquoi Kawamura doit maintenant trouver comment maximiser son talent dans un contexte où son rôle peut rester limité. Sa vista, sa vitesse et son flair sont des qualités rares pour un joueur de 23 ans, et s'il parvient à les combiner avec un rôle adapté, Yuki pourrait bien continuer à défier les probabilités, comme il l'a toujours fait depuis qu'il a commencé le basket. Et puis quand on évoque Yuki Kawamura, difficile également de ne pas souligner son potentiel au scoring. À la fois capable de performances impressionnantes, mais aussi limité par son physique, il a su trouver des solutions pour s'adapter. Tout d'abord, au moins sur le papier, Kawamura est un sniper redoutable à 3 points. Lors des JO de Paris, il tournait à 41% derrière l'arc sur un volume énorme de 11 tentatives par match, des chiffres qui lui permettaient de rivaliser avec les meilleurs artilleurs de la compétition. Cette adresse, combinée à une mécanique de tir fluide et une réelle confiance en pull-up, fait de son tir extérieur une arme clé dans son jeu. Et même si ses chiffres en NBA et en G-League sont bien moins reluisants pour le moment, les qualités, il les a. Il a sûrement juste besoin encore d'un petit temps d'adaptation pour s'adapter à la distance NBA. Mais là où le bas blesse, il faut le dire, c'est dès qu'il quitte le périmètre et essaye d'accéder à la raquette. Son manque de taille et de verticalité complique terriblement son jeu près du cercle. Face à des défenseurs NBA souvent plus grands et plus athlétiques, il peine à finir efficacement et c'est problématique. Il comprend bien les angles et sait protéger le ballon pour éviter les contres, mais cela reste insuffisant à ce niveau. Je ne l'imagine pas un jour devenir un slasher dans la grande ligue, et même s'il pourra toujours mettre quelques flotteurs, ça limite énormément son arsenal offensif. Voilà pourquoi, en NBA, pour ce qui est du scoring, pour Kawamura, tout ou presque devra passer par le tir à 3 points. Et ce qui est embêtant, on le sait, miser tout sur l'adresse, ça comporte des risques. Lorsqu'il est en rythme, il devient une menace immédiate, attirant les défenseurs loin du panier et créant des opportunités pour ses coéquipiers grâce à sa gravité. Mais quand son adresse flanche, ce qui est le cas actuellement, il devient bien plus facile à défendre. Ben ouais, s'ils n'ont pas peur de son shoot, les adversaires peuvent se permettre de rester à distance, ce qui rend son jeu de passe bien moins efficace. C'est bien pour ça que son adresse extérieure représentera l'une des vraies clés de sa réussite en NBA. S'il parvient à retrouver son efficacité des JO et s'adapter à la distance de 7,23 m, il pourrait élargir son jeu et s'ouvrir de nouvelles possibilités offensives. Être capable de rentrer des pull-ups à 3 points, particulièrement en transition ou après un écran, est une compétence précieuse pour un meneur moderne. Il a les qualités pour le faire, il l'a déjà prouvé par le passé, et ce que j'aime bien, c'est que les tirs, il n'a pas peur de les prendre. Encore faut-il que ça rentre dedans. S'il trouve son rythme depuis le parking et qu'il trouve des solutions pour mettre quelques points dans la zone intermédiaire, Yuki pourrait alors devenir un vrai danger pour les défenses. Puis s'il y parvient, il pourra encore plus s'appuyer sur son playmaking exceptionnel pour s'imposer, en s'en servant comme d'un vrai atout. Mais ce qu'il faut retenir malgré ça, c'est que sans progrès significatif dans son scoring, pour le moment, ses minutes en NBA pourraient être comptées. Alors est-il capable de passer ce step à ce niveau-là? Rien n'est moins sûr, mais ce qui me rassure et ce qui me laisse optimiste, comme d'habitude, c'est son immense détermination. Dès qu'il entre en jeu, on ressent son énergie débordante et les tribunes se chauffent. À Memphis, il est déjà l'un des favoris des fans. Match après match, les supporters n'attendent qu'une chose, qu'il soit appelé par Taylor Jenkins, touche la balle et fasse des miracles. Mais encore une fois,
définitivement, Yuki Kawamura ne doit pas être qu'une mascotte. Et en fait, il suffit de l'observer pour se rendre compte qu'il est bien plus que ça. Rien qu'avec son cœur, il joue chaque match NBA comme si c'était son dernier. Depuis ses tout débuts au basket, il doit prouver qu'il a sa place, et c'est encore plus le cas depuis son arrivée dans la grande ligue. Son 1m73 aurait pu lui fermer beaucoup de portes, et pourtant non, son parcours n'a rien d'un long fleuve tranquille. Signé d'abord avec un contrat Exhibit 10 non garanti, il savait que chaque jour au training camp serait une bataille, très conscient qu'il pourrait être coupé à tout moment. Il devait prouver à tout le staff qu'il pouvait évoluer à ce niveau, et c'est exactement ce qu'il a fait. Sa mentalité, ne jamais baisser les bras et jouer avec conviction, quelle que soit l'adversité. Et ouais, esprit shonen, vous vous rappelez? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas redit. Une anecdote que j'aime bien a eu lieu lors du premier jour du training camp où il a envoyé un message clair. Zakidi raconte qu'il a été surpris, même s'il est un géant de 2m24, face à lui, Kawamura directement a attaqué le cercle sans hésiter. Alors oui, il s'est fait contrer, même si le pivot avoue qu'il a peut-être fait faute, mais ce qu'il faut retenir selon moi, c'est que le simple fait de le défier sous le cercle sans peur en dit long sur son état d'esprit. À Memphis, tout le monde est unanime. Depuis son arrivée à Memphis, Kawamura affiche une attitude irréprochable, sur mais aussi en dehors du terrain. Parce que oui, même dans la vie de tous les jours, au quotidien, Yuki fait les efforts nécessaires pour faire sa place. Adaptation culturelle, apprentissage de l'anglais, intégration avec ses coéquipiers, il fait tout ce qu'il faut pour se fondre dans ce nouveau monde. Chaque jour, il progresse, que ce soit dans son jeu ou dans sa capacité à communiquer. Son anglais progresse jour après jour, il fait l'effort de tenter de communiquer un maximum avec sa coéquipier, et toute la ville de Memphis, au vu de son tempérament, l'a très vite adopté. Il explique que tout est très intense depuis qu'il est dans le Tennessee, mais c'est pas grave, il s'y attendait, et dans sa tête, il était prêt pour ça. Son seul objectif est de prouver qu'il peut être à la hauteur, et pour ça, Kawamura est capable de s'investir à 100%. En ce moment, il le dit, il vit son rêve, et qu'il joue 40 minutes ou une seule, il donnera la même intensité. Cette mentalité extrême s'est vite remarquée, elle lui permet de se distinguer, et elle pourrait lui offrir une chance réelle de faire sa place en NBA. Il n'a clairement pas le plus grand corps, mais il a le plus grand cœur. Ouais, je crois que des fois, je me prends un petit peu pour un auteur avec ces comparaisons. Et ce que j'apprécie, c'est que contre toute attente, ce cœur, malgré ses mensurations, lui permet de ne pas être tant une fraude que ça en défense. Dans une NBA souvent impitoyable avec les petits de ce côté-là du terrain, Yuki Kawamura semble avoir les qualités pour faire figure d'exception. Avec ses 70 kg et son envergure de seulement 1m72, il pourrait être une cible facile pour les attaquants adverses, et pour l'instant, le meneur refuse de se plier à ce destin. Ok, il n'est pas un défenseur élite, mais il possède tout de même des qualités qui lui permettent de ne pas être un total trou noir comme le sont la plupart des joueurs de son gabarit. Et encore une fois, vous vous en doutez, dans ce domaine, son atout majeur, c'est son activité incessante. Il ne lâche rien. Absolument jamais, et toujours en tête, il garde ses objectifs. Chaque possession défensive est pour lui une opportunité qui peut montrer qu'il peut tenir le choc, peu importe l'adversaire. Son hustle est impressionnant, il plonge sur les ballons perdus, sprint du début à la fin du match, et met tout son corps à contribution pour gêner son vis-à-vis. On l'a vu perturber des attaquants bien plus grands que lui, contourner des écrans comme s'ils n'existaient pas, ou encore mettre une pression monstre sur le porteur. Super endurant, il n'hésite jamais à mettre une pression tout-terrain sur le meneur adverse, une vraie teigne, pleine d'envie. Avec un sens de l'anticipation et une lecture du jeu avancée, il devine souvent les intentions adverses avant qu'elles ne se concrétisent. Ses appuis rapides et sa capacité à descendre très bas sur ses jambes pour perturber les dribbles font de lui un véritable pitbull. Cependant, malgré toutes ces bonnes choses que je viens de dire, on ne va pas non plus se mentir. Ses limites sont bien réelles, normal quand on mesure 1m73. Contre des joueurs plus costauds, Kawamura peut se faire bully dans la raquette. C'est logique, c'est comme ça. Lorsqu'il doit switcher sur des big men, physiquement, il a du mal à résister, on s'y attendait. Mais là encore, sa force dans ces situations, c'est qu'il ne baisse pas les bras. Lorsqu'un intérieur essaie de le poster, il colle son adversaire et fait tout pour passer devant et empêcher la passe. Il n'a aucun mal à mettre des coups et à sacrifier son corps lorsque c'est nécessaire. Franchement, cette abnégation, c'est à applaudir des deux mains, et je suis pas vraiment sûr qu'on puisse applaudir avec une seule main d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, on le sait, la NBA n'est pas tendre avec les petits défenseurs. Ils sont ciblés en permanence, et Kawamura ne fait pas exception. Mais ce qui le distingue, c'est qu'il compense autant que possible avec sa technique, son intelligence de jeu et ses efforts constants. Kawamura, même en défense, refuse de subir, et ça fait de lui, finalement, un meilleur défenseur que pas mal de meneurs NBA pourtant plus grands. Maintenant, tranquille, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne sera jamais un lockdown. Lors de certaines situations même, il sera ciblé, et ses coéquipiers devront l'aider pour lui éviter de prendre la foudre. Ceci dit, en mixant vitesse, énergie et intelligence, il est loin d'être catastrophique défensivement, comme pourtant on aurait pu le penser au premier abord en regardant son physique. J'ai tendance à dire que défendre en NBA, c'est 50% de qualité athlétique
athlétique, 25% d'intelligence de jeu et 25% de volonté. En allant par là, Kawamura remplit donc déjà la moitié du contrat, et même s'il ne sera jamais un expert de ce côté-là du terrain, je pense par exemple qu'il s'en sort 1000 fois mieux qu'un Isaiah Thomas dans le domaine. Ce qu'il faut retenir en tout cas jusque-là, c'est que malgré son gabarit finalement et son faible temps de jeu depuis le début de la saison, Yuki Kawamura semble pouvoir cocher pas mal de cases. Je le répète, ce qui lui manque principalement pour le moment, c'est l'adresse et le scoring. Tout ça pour moi, c'est avant tout dû à un temps d'adaptation nécessaire pour tout joueur étranger qui fait le grand saut vers la NBA, d'autant plus quand à la base tu ne parlais que très peu anglais. Voilà pourquoi, comme son contrat le lui permet, en plus de prendre les miettes en NBA, il fait aussi ses armes en G-League. Et là aussi, dès le départ, ça n'a pas été si simple que ça pour lui. Là aussi, il fallait un temps d'adaptation. Encore une fois, notamment sur les premières rencontres, ça s'est vu, son shoot était totalement en panne. Pourtant, malgré ce manque d'efficacité au scoring, il s'est rapidement imposé comme un maestro. Avec plus de 11 passes décisives de moyenne par match, il contrôle parfaitement le tempo, distribue le jeu avec talent et fait briller ses coéquipiers. Son sens du collectif et sa vision le placent déjà au-dessus de la mêlée, dans une ligue où l'individualisme prime souvent. Pour dire les choses simplement, malgré ses soucis d'adresse, il semble largement au-dessus du niveau de la G-League. Un exemple marquant, la semaine dernière, le meneur a livré sa meilleure performance en ligue de développement. 15 points à 6 sur 13 au tir et 16 passes décisives pour mener le seul à une victoire dans le Money Time. Si certains pourraient avoir un regard critique et retenir ses perfs à 3 sur 12 ou 5 sur 19 au shoot, je retiendrai plutôt qu'à chaque rencontre, il a livré un minimum de 9 passes, avec même cette pointe à 16 caviar. Énorme. Alors quand on voit à quel point il semble au-dessus, cette expérience en G-League est-elle une perte de temps? Pas vraiment à mon avis. Kawamura continue de s'entraîner avec le seul, d'apprendre et de s'adapter à un contexte unique. Chaque minute passée sur le terrain est une opportunité de progresser, et vu que chez les Grises pour le moment il est difficile de lui donner beaucoup de minutes, je pense que c'est bien de lui donner cette chance de s'intégrer un peu plus. Et en parallèle, si ça peut lui permettre de se réconcilier avec son shoot, ce ne sera pas du temps perdu. Alors qu'en est-il de l'avenir de Yuki Kawamura en NBA? Peut-il s'inscrire définitivement ou sur la durée dans la grande ligue, malgré son 1m73 et les défis colossaux qu'il aura à surmonter? Spoiler, ce ne sera pas du tout simple, mais je pense qu'aussi il existe des raisons d'y croire. Parce que oui, Kawamura, c'est avant tout un joueur qui fait ce que personne d'autre ne peut faire. Sa vitesse balle en main et son agressivité lui donnent des armes complètement uniques. Marcus Smart l'a confirmé, le japonais est devenu un spécialiste pour utiliser toutes ses armes à son avantage. Sa taille, il en a limite fait une force des deux côtés du terrain. Il est un joueur que tu ne vois pas venir, vu que tu as tendance à le sous-estimer, et qui au final arrive à te détruire grâce à ses propres forces. Et ça, je me dis, c'est peut-être sa meilleure chance de percer. Dans une NBA qui évolue vers un jeu rapide centré sur la créativité, Kawamura apporte une touche unique qui potentiellement peut lui ouvrir des portes. Toute sa vie, on lui a dit qu'il était trop petit pour réussir, mais au lieu d'écouter ses discours fatalistes, il a utilisé ça comme un carburant. Résultat, Yuki a dépassé ses rêves les plus fous, en devenant le visage du basket japonais, en brillant sous le maillot de l'Akatsuki au JO et en décrochant un two-way contract avec les Memphis Grizzlies. Pour lui, l'impossible n'existe pas, et c'est ça le cœur de son histoire. Maintenant, soyons clairs, ses débuts dans la grande ligue se sont montrés compliqués, son adaptation prendra du temps, et même dans le meilleur des mondes, il ne sera jamais le prochain LeBron James. Peu importe, la vraie interrogation c'est de savoir s'il peut durer dans une ligue où chaque soir il affrontera des joueurs qui font 30 ou 40 cm de plus que lui. Ce qui me semble important déjà, c'est que ce qu'il apporte en ce moment sur le parquet, en NBA comme en G-League, est plutôt prometteur. De l'énergie, une vision de jeu exceptionnelle et un cœur énorme, c'est essentiel, et c'est déjà une réussite en soi qu'il ait réussi à montrer ses propres qualités. En fait, sa détermination lui permet de jouer plus grand que sa taille, comme l'a récemment expliqué Zakidi. Le truc, c'est que pour durer en NBA, Kawamura devra encore faire péter tout un tas de barrières. S'habituer à une nouvelle culture, s'adapter à un jeu différent, prouver qu'il peut être efficace sur le long terme, ça fait beaucoup. Mais ce que j'admire chez Kawamura, c'est la façon dont il incarne à merveille le héros de shonen. Il se bat contre des géants, fait mentir les prédictions et refuse d'abandonner. Toute sa vie, les observateurs ont souligné les choses qu'il n'était pas capable de faire. Et pourtant, lui a capitalisé sur toutes les choses qu'il savait faire, pour les développer à leur paroxysme. Dans une ligue où les histoires humaines, le storytelling semblent parfois compter autant que les stats, ça peut l'amener loin. Je ne peux pas affirmer ça avec certitude, mais il y a un monde où imaginer Kawamura durer en NBA, j'y crois. De toute façon, on l'a vu, depuis le début de sa carrière, c'est une erreur de parier contre lui. Toutes les prédictions pessimistes, il les a faites mentir. Alors ouais, malgré sa taille, je pense qu'à terme, Yuki a une chance de devenir un jour un joueur de banc dans la grande ligue. Au vu de son parcours, il le mériterait largement, et même si ça n'arrive jamais, il pourra tout de même être très fier, et ne regrettera rien, vu comment il a tout donné. De toute façon, maintenant, tous ses rêves réalistes, il les a explosés. Aujourd'hui, il n'a plus rien à perdre. D'ailleurs, je serai vous, la prochaine fois que je regarderai jouer les Grizzlies, je garderai un œil sur le numéro 17. Peut-être qu'il n'a plus qu'une grosse quarantaine de matchs à jouer en NBA, et une chose est sûre, jusqu'à la fin, il mettra ses tripes sur le parquet pour faire durer l'aventure. Au vu de sa détermination à bien faire et de son unicité, il pourrait largement vous surprendre sur
quelques coups d'éclat. Et rien que ça, quelle que soit la suite, avoir réussi à attirer tous les regards du monde entier sur lui, c'est une immense réussite, même si j'espère que son histoire à l'heure actuelle ne fait que commencer. Alors tout ça, vous en pensez quoi, vous? Vous imaginez que Kawamura, au vu de sa détermination, pourra réussir à faire durer sa carrière en NBA, ou alors vous êtes persuadé que sa taille est rédhibitoire? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire et de distribuer des likes aux messages que je trouverai les plus intéressants.